Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la CCI France-Italie en collaboration avec Equance, membre de la Chambre, et GMV Notaire, intitulé «Pourquoi les Français en Italie devront-ils explorer les avantages des donations?» Donc, je vous présente les intervenants de ce webinaire qui sont Charles-Henri Gasquignard, notaire associé de GMV Notaire, Sylvain Piacenza, consultant en gestion privée internationale pour le groupe Equance Italie et le notaire Paolo Pasqualis. Donc, on va commencer et Sylvain, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Liliane pour cette introduction. Donc sans plus attendre, vous savez déjà, la plupart d'entre vous, qu'il y a effectivement des intérêts intéressants, très intéressants pour procéder à une donation lorsque vous êtes résident fisco-italien. Charles-Henri Gachignard, qui est notaire dans un grande étude notariale spécialisée sur l'international et qui accompagne le groupe Equance dans ces questions, va vous présenter précisément, juridiquement et fiscalement, l'intérêt de cette opération. Je passe la main à Charles-Henri. Alors, bonjour à tous. Je vais donc pouvoir vous partager un petit support, mais avant toute chose, je tenais simplement à introduire mon propos qui sera succinct, mais pour indiquer qu'effectivement, en tant que notaire, nous sommes de plus en plus souvent confrontés à des problématiques liées aux situations des expatriés résidant dans différents pays au cours de leur carrière professionnelle ou autre, et qui, à un moment donné, se posent des questions en matière patrimoniale et notamment de transmission. Ces questions, elles sont de deux ordres. Elles sont, le premier ordre qui est d'un ordre juridique. Quelle loi, quelle règle va s'appliquer au moment d'une transmission de patrimoine, donc au moment d'une donation ou au moment d'une succession? Et la deuxième question qui se pose, c'est quelle fiscalité va s'appliquer au moment de la transmission du patrimoine? Est-ce que c'est la loi française, la loi fiscale française, ou est-ce que c'est la loi fiscale italienne ou la loi fiscale de tel ou tel autre pays en fonction de votre lieu de résidence au moment de la transmission du patrimoine? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont deux problématiques qui doivent être traitées en parallèle. Parce qu'on peut tout à fait avoir une succession qui est réglée selon la loi d'un pays, mais qui fiscalement est traitée selon des règles fiscales d'un autre pays. Et donc, ce sont vraiment les deux sujets qu'il faut aborder de manière parallèle, en ayant bien conscience que l'un peut avoir des incidences sur l'autre. Alors, la première chose, et là je vais vous partager mon écran, c'est la question juridique. Et ensuite, nous aborderons la question fiscale. Alors, je partage mon écran. Voilà. Alors, la première chose, et si on s'intéresse plus particulièrement à votre situation, à vous, Français résidents demeurant en Italie, eh bien, d'un point de vue juridique, la question peut se poser de se dire qu'est-ce qu'il se passe, quelles règles s'appliquent au moment de la transmission de mon patrimoine, et donc notamment au moment d'un décès. Eh bien, les règles de droit international privé, comme on les appelle, prévoient que la succession d'un Français qui demeure en Italie, les règles juridiques seront celles de la loi italienne. Puisque la personne vit en Italie, eh bien, la succession sera juridiquement réglée selon les lois de la loi italienne. Et la loi italienne, notamment, alors prévoit certaines choses, et je ne suis pas moi spécialiste de la loi italienne, mais notamment il y a un aspect que la loi italienne ne prévoit pas du tout, c'est cette spécificité 100% française qu'on appelle la donation-partage. Et je vais vous expliquer en quelques mots quel est l'intérêt juridique de la donation-partage. Et quel est l'intérêt juridique pour vous en tant que Français? Eh bien, les règles de droit international, notamment le règlement européen qui vise à harmoniser les règles entre les différents pays, permet de prévoir à un Français de mettre en place une donation-partage française. Et cette donation-partage française, c'est vraiment une spécificité française, puisqu'il n'y a quasiment aucun pays qui dispose d'un outil tel que nous le connaissons, nous, en France, avec la donation-partage française. Alors, qu'est-ce que c'est que cette donation-partage française? Eh bien, c'est
un acte notarié qui permet pour des parents d'organiser de son vivant la transmission de son patrimoine en transmettant à ses héritiers de son vivant et en faisant de son vivant le partage de tout ou partie de son patrimoine entre ses différents héritiers. La première vertu de la donation-partage française, c'est que ça permet, et on le constate, nous, notaires français, dans le règlement des successions selon la loi française, ça permet de régler et d'anticiper d'éventuels conflits. Et on le constate, c'est dès lors que les parents, de leur vivant, ont pu commencer à faire des donations de partage en transmettant toute ou partie de leur patrimoine de leur vivant à leurs héritiers, dans bien des cas, ça vient déminer d'éventuels conflits qui pourraient survenir si rien n'avait été anticipé et prévu de leur vivant par les parents. Mais la donation-partage française permet également d'opérer une transmission du patrimoine et un partage du patrimoine tout en gardant le contrôle. On peut très bien transmettre à ses héritiers tel ou tel bien tout en gardant le contrôle et la jouissance de ce patrimoine. C'est ce qu'on appelle une donation-partage en démembrement de propriété. Le parent donne à ses enfants la nue propriété de tel ou tel bien, mais va en garder la jouissance. Et la jouissance de ce patrimoine, alors comment est-ce que ça se traduit, cet usufruit? Soit c'est un bien immobilier et ça va permettre aux parents qui en ont gardé l'usufruit de continuer à pouvoir occuper la maison ou l'appartement, mais ça lui permet également de continuer éventuellement d'en percevoir les revenus, s'il s'agit d'un bien immobilier qui est loué. Et ça permet, si on applique ce raisonnement d'une donation-partage qui porte sur des placements financiers, comme par exemple un compte-titre, on peut très bien imaginer que le compte-titre soit déjà donné aux enfants, mais que les parents, de leur vivant, aient prévu de conserver l'usufruit et donc les revenus générés par ce placement financier. La donation-partage française permet également de prévoir un certain nombre de clauses qui sont tout à fait adaptables à la situation de chacune des familles et de chacune des configurations. Est-ce qu'il s'agit d'une famille avec des enfants communs ou est-ce qu'il s'agit d'une famille recomposée avec un nouveau conjoint ou avec effectivement chacun des enfants différents? Ça permet effectivement de prévoir des clauses qui sont vraiment adaptées à la situation de chacun. Ces clauses, alors j'en ai mis quelques-unes, par exemple, au moment, dans cette petite présentation, on peut très bien prévoir qu'un parent souhaite donner, transmettre la nue propriété de tel ou tel bien à tel ou tel enfant, tout en gardant l'usufruit, et il peut prévoir qu'à son décès, il souhaitera quand même que son conjoint puisse lui aussi bénéficier de cet usufruit. Et donc, les enfants nus propriétaires ne bénéficieront de la pleine propriété du patrimoine qu'au décès du deuxième des parents. On peut également prévoir des clauses en disant que l'on souhaite donner à tel ou tel enfant, mais qu'on ne souhaite pas qu'il puisse disposer librement du bien sans l'accord du parent. C'est ce qu'on appelle une clause d'interdiction d'aliéner, par exemple. On peut également prévoir qu'on transmet tel ou tel bien, tel ou tel placement financier à tel ou tel enfant, mais que pour autant, on souhaite que ça reste du patrimoine propre à chacun des enfants à qui on a donné. Les enfants sont tout à fait libres de se marier selon le contrat qu'ils choisissent ou de se pacser selon le contrat qu'ils choisissent, et ça, c'est leur liberté la plus absolue. Mais un parent peut tout à fait prévoir dans une donation-partage française que ce qu'il donne à tel enfant, ça sera expressément exclu d'un éventuel contrat de communauté qui serait souscrit par l'enfant. Alors, c'est en général une mesure, non pas de défiance vis-à-vis des éventuels gendres ou belles-filles, mais c'est une mesure qui vient sécuriser une donation-partage en disant si malheureusement un des enfants venait à se séparer ou à divorcer, eh bien, le bien qui a été donné ne pourra pas être revendiqué par l'ex-gendre ou l'ex-belle-fille. Et puis, on peut prévoir d'autres types de clauses qui permettent, notamment lorsqu'on a transmis aux enfants ce qu'on appelle la nue propriété et qu'on a nous-mêmes conservé l'usufruit, eh bien, on peut prévoir l'hypothèse que si le bien qui a été donné en démembrement de propriété, exemple, un placement financier, donc je le rappelle, le parent garde les revenus générés par ces placements financiers et les enfants sont nus propriétaires, eh bien, on peut prévoir dans la donation que si finalement il était question de solder, de liquider ce placement financier,
les parents pourraient avoir la possibilité de conserver l'intégralité du capital via ce qu'on appelle une convention de quasi-usufruit. Donc, bref, la donation-partage, c'est un outil spécifiquement français qui permet d'anticiper le partage de tout ou partie de son patrimoine euh, et, euh, et de faire en sorte, avec les clauses qu'on intègre dans cette donation-partage, que les parents puissent conserver, s'assurer de la maîtrise du bien qui est donné, bien immobilier ou placement financier. Et cette donation-partage, c'est vraiment une spécificité française parce que ça veut dire qu'au moment du règlement de la succession des parents, il ne sera plus tenu compte de ce qui a déjà été donné aux enfants. Il n'y aura pas besoin de rapporter à la succession, comme on dit, de réévaluer ce qui a été donné. Les partages ont d'ores et déjà été faits et ça ne sera pas rapporté à la succession. Et ça, c'est vraiment une spécificité de la loi française. Et puisque on est concerné par la loi italienne aujourd'hui, eh bien, la loi italienne ne connaît pas cette institution de la donation-partage française. Mais vous, en tant que nationalité française, vous avez tout à fait la possibilité d'opérer aujourd'hui une donation-partage en indiquant expressément que vous souhaitez que cette donation-partage soit soumise à la loi française. Dernier petit point juridique avant d'aborder la question fiscale. Cette donation-partage qui peut être faite selon la loi française, il est important aussi pour vous qui habitez aujourd'hui en Italie, qui êtes résident expatrié en Italie, il est important aussi peut-être de compléter cette anticipation par un testament dans lequel vous indiquerez expressément que quel que soit le lieu de votre résidence au moment d'un décès, vous souhaitez que ce soit la loi française qui s'applique au règlement de votre succession. Parce que bien évidemment, si vous avez, après quelques années passées en Italie, vous décidez de rentrer en France et que le décès intervient alors que vous habitez en France, ça sera bien la loi française qui s'appliquera. Mais si ce n'était pas le cas et que vous étiez toujours en Italie ou dans un autre pays, puisque vos projets professionnels et familiaux vous emmènent vivre dans tel ou tel pays, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri que malheureusement, en cas de décès soudain, ce soit la loi du pays dans lequel vous habitez à ce moment-là qui s'applique au règlement de votre succession. Et pour sécuriser parfaitement le règlement de votre succession et la donation-partage qui aura été faite selon la loi française, eh bien, il peut être utile de compléter cette donation-partage française avec un testament, c'est ce qu'on appelle une professio juris, dans lequel vous indiquez que vous souhaitez que ce soit la loi française qui s'applique au règlement de votre succession, quel que soit le pays dans lequel vous habitiez à ce moment-là. Donc ça, c'était la première partie pour indiquer que votre nationalité française vous permettait de bénéficier des avantages de cette institution bien spécifique française qu'est la donation-partage. Le deuxième volet, et c'est ce que je vous expliquais en préambule, c'est que à côté de la question juridique, se pose aussi la question fiscale. En cas de donation par un expatrié vivant en Italie, cette personne-là souhaite transmettre son patrimoine à ses enfants, eh bien la question fiscale se pose. Et la question fiscale est complexe, puisque la question de la fiscalité qui s'applique va dépendre du lieu de résidence fiscale du parent qui transmet le patrimoine, mais les règles fiscales peuvent aussi dépendre du lieu de résidence fiscale des enfants qui héritent ou qui reçoivent la donation. Et puis les règles fiscales peuvent également dépendre de là où est situé le bien que vous transmettez. Est-ce que vous transmettez du patrimoine qui est situé en France alors que vous habitez en Italie, ou est-ce que vous transmettez du patrimoine qui est situé en dehors de France? Et puis les règles fiscales peuvent s'appliquer également selon la nature de ce que vous transmettez. Est-ce que vous transmettez un bien immobilier ou est-ce que vous transmettez un bien mobilier? Exemple, des placements financiers ou un compte titre. Et donc, on peut se retrouver avec l'application de ces règles fiscales dans parfois un embrouillis, si je peux pas parler comme ça, effectivement, pour déterminer précisément la fiscalité qui s'applique.
et avec le risque, dans certains cas, de double imposition, avec la loi fiscale française qui considère que telle transmission doit être transmise, telle donation doit être transmise selon les règles fiscales françaises, et puis la loi italienne qui prévoit également que ça doit être aussi enregistré selon la fiscalité italienne. Et donc, parfois, certaines transmissions et certaines donations peuvent être concernées par une double imposition. Alors, pour contrer ce mécanisme de double imposition, il existe des conventions fiscales entre les pays qui permettent de neutraliser ce mécanisme de double imposition. Ces conventions fiscales, elles sont très fréquentes en matière de succession, en cas de décès. Mais ces conventions fiscales, elles sont très rares à prévoir le cas des donations. Et pourquoi notamment on intervient aujourd'hui sur le sujet des Français qui vivent en Italie? Eh bien parce que, en tant que Français expatriés en Italie, vous faites partie des rares expatriés qui bénéficiaient d'une convention fiscale qui a été signée entre la France et l'Italie et qui vise spécifiquement la neutralisation de la double imposition pour les donations qui ont été réalisées par un Français domicilié en Italie, pour éviter la double imposition. Alors, je ne vais pas rentrer dans le mécanisme détaillé de l'application de ces règles fiscales, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est résident fiscalement en France, les règles aujourd'hui fiscales en France, en matière de transmission, les règles fiscales ne sont pas très favorables. Mais ça, je ne pense pas que je vais vous surprendre, puisqu'en tant qu'expatrié, je pense que vous devez déjà voir de là où vous avez vécu dans les différents pays que souvent la fiscalité est moins lourde que ce que nous connaissons en France. Pas sur tous les sujets, mais dans beaucoup de sujets. Et notamment en matière de transmission de patrimoine, les règles fiscales en France sont les suivantes. Un parent peut transmettre en valeur de donation à chacun de ses enfants jusqu'à 100 000 euros de patrimoine tous les 15 ans. C'est ce qu'on appelle un abattement. Donc, un parent peut transmettre jusqu'à 100 000 euros de patrimoine à chacun de ses enfants tous les 15 ans. Il y a quelques années, cette règle était de 159 000 euros tous les 10 ans. Et on voit bien donc avec 100 000 tous les 15 ans aujourd'hui, nous pouvons transmettre moins et moins souvent. Et je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire quelles seront les règles fiscales en France dans les années à venir, mais si elles évoluent, ça ne sera sans doute pas dans le bon sens. Et mon confrère, Maître Pasqualis, qui est ici présent, qui va intervenir dans quelques instants sur la fiscalité italienne, vous expliquera à quel point les règles fiscales en matière de transmission sont largement plus favorables en Italie. Et donc, je reviens à l'application des règles fiscales pour un Français qui souhaite transmettre une partie de son patrimoine alors qu'il est domicilié fiscalement en Italie. Eh bien, la combinaison de ces règles fiscales et de la convention fiscale franco-italienne qui date du 20 décembre 1990 aboutissent au résultat suivant. Lorsque le parent qui transmet est résident fiscalement à l'étranger, en Italie par exemple, et que ses enfants qui reçoivent la donation sont eux-mêmes non résidents fiscaux en France, c'est-à-dire eux-mêmes résidents fiscalement à l'étranger, mais attention, il faut qu'ils soient résidents à l'étranger au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Si vous venez, ou vos enfants viennent tout juste d'arriver fiscalement en France, en Italie, excusez-moi, il faut quand même qu'il y ait ce critère de fiscalement installé en Italie au moins 6 ans sur les 10 dernières années. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez transmettre du patrimoine qui n'est pas situé en France selon la fiscalité italienne. Donc, je reprends un exemple. Vous, clients qui êtes aujourd'hui installés et demeurés fiscalement en Italie, vous souhaitez transmettre à vos enfants qui sont eux-mêmes résidents fiscalement en Italie depuis 6 ans sur les 10 dernières années. Eh bien, si vous faites une donation d'un patrimoine qui n'est pas situé en France, donc du patrimoine qui est situé en Italie ou d'un patrimoine qui est situé à l'étranger, des placements financiers situés à l'étranger, du patrimoine immobilier situé à l'étranger, eh bien, à ce moment-là, cette donation sera soumise à la fiscalité italienne.
et non pas à la fiscalité française. Donc, ce qu'il faut retenir des deux volets que je vous ai présentés assez succinctement, c'est que en tant que Français vivant en Italie, vous pouvez à la fois juridiquement bénéficier de tous les outils et avantages d'une donation-partage française, avec les avantages juridiques d'une transmission avec une donation-partage française, mais vous pouvez également bénéficier des avantages de la fiscalité italienne pour peu que ce que vous transmettez à vos enfants ne soit du patrimoine situé hors de France. Et je vais laisser du coup mon confrère, Maître Pasqualis, évoquer également en quelques mots du coup les règles fiscales propres à l'Italie. Super, merci Charles pour cette présentation. En fait, j'ai déjà une question, peut-être liée en fait à ton intervention. Si tu veux, je vais te la poser dès maintenant. Oui, bien Donc, sûr. bon, parfait. Euh, Carole nous demande, pour un bien immobilier situé en France, les Français résidant en Italie n'ont pas le choix de la taxation italienne sur ce bien situé en France. Est-ce que je me trompe? Vous avez tout à fait raison. Si le bien est situé en France, eh bien, ça sera la fiscalité française qui s'appliquera sur la donation de ce patrimoine en France. Donc, ce que je vise en termes d'optimisation de la transmission, c'est si vous souhaitez du transmettre du patrimoine qui est situé hors de France. Alors, du patrimoine immobilier hors de France, entre guillemets, ça ne se décide pas forcément comme ça. En revanche, effectivement, des placements financiers à l'étranger, ça peut être fait de manière plus souple. Vous n'avez pas décidé d'aller acheter une maison ou un appartement dans tel ou tel pays juste pour le plaisir. Voilà. En revanche, des placements financiers qui sont dans un autre pays, ça peut être plus facilement mis en place et ça sera peut-être évoqué par la suite. Mais pour répondre voilà, de manière claire à la question, la donation d'un bien immobilier en France est soumise à la loi fiscale française, avec la limite de l'abattement de 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Merci Charles. Alors, je passe la parole à Sylvain pour son intervention. Merci. Alors oui, bonjour. Je vais en réalité passer la main à Paolo, Maître Pasqualis, qui va brièvement nous expliquer effectivement quelles sont les règles fiscales. Donc on a exploré effectivement le domaine juridique français et l'intérêt de la donation au partage, donc de soumettre en votre qualité de citoyen français, de pouvoir se faire ce choix de loi applicable qui sera donc la loi française et cet outil de transmission patrimoniale très intéressant qui est la donation au partage. Maintenant, Maître Pasqualis va nous rappeler brièvement les règles fiscales italiennes en matière de donation, donc uniquement sur la partie fiscale, puisque vous utilisez le meilleur des deux mondes, les règles juridiques françaises et la fiscalité italienne. Merci beaucoup de me donner la parole. J'espère que vous m'écoutez bien. Oui, puisque. Oui, merci. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, puisque déjà des explications extrêmement claires et détaillées de la part de mon confrère. Donc, vous voyez ici, je crois, sur l'écran, quel est, disons, le bref schéma sur les impôts de donation. Je l'avais titulé aux actions et à part des sociétés, puisque j'avais peut-être mal entendu la question posée, mais c'est bien, ce sont applicables à tout le bien les valeurs mobilières. Donc, on voit que la fiscalité est extrêmement favorable, je dirais, puisque 4% un cas de conjoint, partenaire ou parent en ligne directe, donc le classique parent et enfant, ou bien grand-parent et petit-enfant, 4% sur les valeurs dépassant pour chaque bénéficiaire 1 million d'euros. Donc, seulement quand on dépasse le million pour chaque bénéficiaire, il faut payer des impôts de succession en Italie pour les valeurs mobilières. Le frères et sœurs, ils ont l'impôt de 6% dépassant les 100 000 euros pour chacun d'eux.
Les autres parents, jusqu'au quatrième degré, le 6% sans aucun abattement, et les autres, disons, les personnes qui n'ont pas de lien de parenté, les 8% sans aucun abattement. Euh, S'agissant de biens immobiliers, les impôts sont différents, mais pas trop différents, puisqu'il faut ajouter, dans tout cas, sans aucun abattement, les 3% sur la valeur de l'immeuble, en tant qu'impôt d'enregistrement, de mise à jour de registre du cadastre. Donc, c'est toujours le 3%. J'avais aussi signalé, s'agissant d'actions, de fonds de commerce, de parts des sociétés, une exonération fiscale qui est de grande mode maintenant en Italie et que j'ai, disons, brièvement résumé dans les textes. Donc, dans le cas de donation d'actions et de parts des sociétés des capitaux, donc société par action, société à responsabilité limitée, si les donataires obtiennent le contrôle de l'assemblée de la société et la maintiennent pendant au moins 5 ans, il y a un abattement total, disons, des impôts. Dans le cas des sociétés de personnes, l'abattement est toujours prévu, donc même si on n'a pas le contrôle de la société, bien sûr, il doit rester dans conserver la participation pendant 5 ans. Et cette exonération s'applique même si la société, ce n'est pas une société italienne, mais elle a son siège dans un différent pays de l'Union européenne. La note que j'avais, donc on est déjà passé à la page suivante, mais il y avait une note importante, bon, j'ai vu au moins pour des raisons de questions qui ont été soulevées par l'administration fiscale et ont été portées même devant la Cour de cassation à propos de quelle nature doivent posséder la société pour bénéficier d'un tel abattement. Mais c'est là, c'est signalé, je pense qu'on n'a pas le temps peut-être pour une illustration plus diffusée. À mon avis, dans ce contexte, donc, il faut considérer avec attention, je dirais, je veux les cas sont dans la pratique, pas encore résolus, et donc je ne suis pas en condition de vous donner la solution pour le moment, de l'application de la Convention franco-italienne sur la double imposition qui a déjà été évoquée à propos de valeur mobilière, article 8 de la Convention, et autres biens, article 9. Puisque dans le cas que j'ai examiné, la discussion qui est toujours ouverte, j'insiste, c'est à propos de la qualité qu'ils ont le part des sociétés à responsabilité limitée. S'il tombe dans l'article 8, valeur mobilière, ou l'article 9, autres biens, puisque la différence est importante, puisque les valeurs mobilières sont taxées considérant dans l'état, disons, d'émission, dans ces cas de l'assiette de la société émettrice, et les autres biens sont taxés disons, dans l'état de résidence où est fiscalement résident les donateurs dans ce cas. À mon avis, c'est une question importante qui devient importante pour le part des sociétés à responsabilité limitée. À propos de l'intervention, excusez-moi pour la rapidité, mais j'avais eu à signer une dizaine de minutes, donc je cherche d'être extrêmement rapide. À propos de la présentation déjà très bien faite, j'insiste dans souligner l'importance de la choix des lois. Vous avez vu, il y a la possibilité de choix des lois pour la donation partage, donc on peut choisir la loi française, et on a la possibilité de choix des lois pour la succession. Donc, loi française applicable à la succession. C'est une, disons, combinaison extrêmement importante puisque, comme on a dit, pas toutes les juridictions reconnaissent une solution pareille à la donation-partage et donc il faut que le contrat de donation-partage et la succession soient réglés conformément à la loi française. Donc, tout se tiendra si la solution sera, disons, en parallèle contrat et succession. Disons, la discipline est très claire dans les deux règlements européens qui s'appliquent, donc Rome 1 pour le contrat
règlement succession pour la succession, mais il faut faire attention, à mon avis, pour arriver à une telle solution en parallèle. La fiscalité, c'est totalement chose différente, comme a été déjà dit. Et donc, pour la fiscalité, on peut discuter d'une autre forme à propos de la fiscalité italienne, si le donateur ou la personne décédée était fiscalement résident en Italie, donc ce sera les règles italiennes à être applicables, mais conformément avec disons, à la lumière de la Convention franco-italienne sur la double imposition, qui devient extrêmement important, je dirais, dans tous les cas. Donc, voici pour être extrêmement rapide, et je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je reste bien volontiers à votre disposition pour toute question pertinente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. En fait, on a déjà une question. Je vais te la poser. Alors, le cas des sociétés civiles immobilières familiales avec un impôt sur les revenus personnels, peuvent-elles rentrer dans les donations? Oui, la réponse est oui d'un point de vue du droit civil, je dirais. Mais il faut faire attention à propos de la société immobilière, puisqu'on a déjà traité la question de la fiscalité des immeubles, et donc la même convention franco-italienne comprend ici, article 5, bien immobilier, paragraphe 3, l'expression, je peux la lire pour être plus clair et plus précis. L'expression bien immobilier comprend aussi, à l'égard de la France, les actions ou parts d'une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France ou des droits y afférents. Donc, on voit que, disons, même s'il s'agit d'une société, le fait que le patrimoine soit constitué d'immeubles en France, il faut rentrer du point de vue fiscal l'objet dans le bien immobilier et pas dans les actions ou les parts des sociétés. Donc, il faut tenir compte. On peut, par exemple, oui, on peut bien régler la chose d'un point de vue de droit civil, de droit commercial, mais attention à la fiscalité, puisque c'est une dérogation, je dirais, à la règle commune de l'imposition des sociétés. Je ne sais pas si c'était le thème de la question. J'avais entendu dans ce sens-là. Je me permets juste, effectivement, pour rebondir, merci confrère, sur cette présentation de la fiscalité italienne, et peut-être pour mieux mettre en exergue l'avantage de bénéficier, comme le disait Sylvain, du meilleur des deux mondes avec l'avantage de la loi française, de la donation-partage soumise à la loi française, mais avec une fiscalité, la fiscalité italienne. Je me remets simplement sur cette petite présentation. En Italie, les droits de transmission, les impôts de transmission, comme vous le disait mon confrère, 4% au-delà d'1 million d'euros par bénéficiaire. Je le rappelle, en France, l'abattement n'est que de 100 000 euros. Et au-delà, le taux d'imposition, c'est un impôt qui est progressif par tranche, mais on est dans la tranche à 20%, et très vite, on arrive également dans les tranches à 30, 40 et 45% pour les plus hauts patrimoines. Vous voyez, 100 000 euros avec une imposition ensuite à 20%, 30%, 40% ou plus, versus la fiscalité italienne pour le conjoint et pour les enfants, avec une exonération de 1 million d'euros, et au-delà, simplement 4%. Je poursuis simplement le comparatif. Frères et sœurs, par exemple, là, on nous explique qu'en Italie, la fiscalité, eh bien, le taux d'impôt est simplement de 6% lorsque ce sont les frères et sœurs ou les neveux, oncles et neveux qui héritent, avec un abattement 6% de taux d'imposition au-delà de 100 000 euros. En France, pour les frères et sœurs, c'est 45% d'impôt au-delà de 15 000 euros. D'accord? Et puis pour les neveux et nièces, c'est 55% d'imposition au-delà de 8 000 euros d'abattement.
Et puis, vous aviez indiqué que dans la fiscalité italienne, c'était pour les autres parents, donc les personnes à qui vous souhaitez transmettre sans qu'elles n'aient de lien de parenté, vous indiquez 8% dès le premier euro transmis. Eh bien, en France, c'est 60% le taux d'imposition, au-delà de 1 500 euros transmis. Donc, on voit bien que dès lors qu'on transmet à des neveux et nièces ou à des personnes à qui on n'a pas de lien de parenté, en France, c'est l'administration fiscale qui hérite plus que la personne à qui on a souhaité transmettre son patrimoine. Donc, on voit bien que, quand même, ça n'a rien à voir en termes de fiscalité entre la fiscalité italienne de la transmission et la fiscalité française. Simplement, et pour terminer, et ensuite je laisserai la parole à Sylvain, j'ai voulu illustrer de manière très simple un petit cas pratique. L'exemple d'un couple, monsieur et madame, qui sont français et qui sont résidents en Italie. On a voulu prendre un exemple qui pouvait forcément vous concerner aujourd'hui et qui souhaitent transmettre, par exemple, des actions qui ne sont pas en France, un portefeuille d'actions, un compte titre qui serait situé, par exemple, à l'étranger, dans tel ou tel pays, au Luxembourg, par exemple, on vous verrez peut-être après l'intérêt de ces placements, mais des actions, un portefeuille titre qui n'est pas situé en France, ce compte titre, il a une valeur aujourd'hui de 2 millions d'euros et ils souhaitent transmettre à leurs 2 enfants. Eh bien, si on opère cette transmission grâce à la donation partage française, mais en bénéficiant de la fiscalité italienne, le coût de cette transmission, 0. Alors que cette même transmission, si on appliquait les règles fiscales françaises, parce qu'à ce moment, vous étiez résident fiscalement en France, cette même donation engendrerait des impôts de donation à hauteur de 112 000 euros. Et si vous n'aviez rien fait et que le décès intervenait, vous étiez en France, on arriverait à 300 000 euros d'impôts de succession en France. Alors là, j'ai pris un exemple qui est, entre guillemets, assez modeste par rapport à la potentialité de transmission de la fiscalité italienne, mais on arrive à la même chose. Vous transmettez 4 millions d'euros de compte titre, le coût fiscal de la donation avec la fiscalité italienne, 0. Alors que si c'était la fiscalité française, on est quasiment au double, on serait à plus du double, 220 000 euros. Et donc, on peut même démultiplier ces exemples, mais réellement, le message à retenir aujourd'hui de cette présentation, c'est de bénéficier, de par votre statut de citoyen français résident fiscalement à l'étranger, dès lors que vous transmettez du patrimoine qui n'est pas situé en France, eh bien, vous pouvez bénéficier du meilleur des deux mondes, les outils juridiques de la donation-partage française qui permettent d'organiser la transmission de votre patrimoine avec les clauses qui permettent de garder la maîtrise du patrimoine que vous transmettez, tout en bénéficiant de la fiscalité italienne de cette transmission qui est largement plus avantageuse que ce qu'on connaît nous aujourd'hui en France. Merci, Charles. Alors, Sylvain, je te laisse la parole pour ton Bref, intervention. excusez-moi, bref réaction d'orgueil national. Donc, le PAX sont perfectement reconnus en Italie. Excusez-moi. Non, les PAX, non, j'ai vu la question qui a été posée. Oui. Céline nous dit le PAC n'est pas reconnu en Italie. Après, c'est parfaitement reconnu en Italie, le PAX. Oui, c'est ça. On a aussi notre institution nationale qui est qui est pareil, disons. Oui, c'est ça. Merci. Alors, je vais partager, je pense que vous voyez mon écran maintenant. Alors, notre métier en conseil, en gestion de patrimoine, est effectivement de synthétiser et de vous proposer une solution pratique. Maintenant que nous avons exploré et donc pu analyser l'aspect juridique et l'aspect fiscal d'une donation, il faut évidemment donner une substance, établir une stratégie. La plupart de nos clients sont en Italie aujourd'hui, disposent d'un capital. Vous voyez, on va prendre l'exemple d'un placement financier, puisque évidemment, c'est celui qui est le plus mobile et c'est celui qui est le plus facile à traiter dans ce contexte, puisqu'on va choisir la loi française. Le placement financier, ça peut être par exemple un compte-titre au Luxembourg. Il est donc hors de France. Et dans la plupart des cas, il n'y aura aucune fiscalité, ou plutôt il n'y aura que la fiscalité italienne qui va s'appliquer à cette donation.
Donc, vous ouvrez un nouveau compte titre au Luxembourg ou dans un État, je dirais, qui bénéficie d'avantages similaires, qui peut être la Suisse par exemple. Vous procédez à l'acte de donation de la nue propriété de ce compte titre. On a vu, Charles-Henri en a parlé brièvement, effectivement, qu'il était possible même de prévoir une clause de quasi-usufruit, qui est un terme très technique, mais qui est très puissant, puisque vous savez qu'on vous dira qu'une fois donné, reprendre, c'est voler. Dans le cas de quasi-usufruit, pratiquement, on arrive à reprendre en main le capital sans le voler, en laissant par contre une dette qui est à votre charge et que vous devrez rembourser vos enfants. On va voir ça dans l'exemple pratique. Donc, partons du principe que vous avez fait la donation de ce compte titre au Luxembourg. Vous vous posez la question, oui, très bien, maintenant j'ai conservé l'usufruit de ce compte titre. Qu'est-ce que je pourrais prévoir comme support d'investissement qui soit compatible avec le schéma que j'ai mis en œuvre et qui m'assure des revenus complémentaires, puisque si, au-delà de la transmission du patrimoine, nous sommes souvent interpellés pour des questions de revenus complémentaires à la retraite. Dans ce cas, évidemment, on peut penser à un produit, puisque l'usufruit, donc la réserve d'usufruit, c'est-à-dire que vous avez le droit aux intérêts, aux dividendes d'actions et aux coupons. Les coupons, ce sont en fait ce qui est distribué par des obligations, c'est le rendement d'une obligation. Généralement, la première réflexion qu'on peut se faire, c'est que on peut acheter des obligations, idéalement des obligations d'État, puisqu'on veut la garantie et la sûreté maximale possible. Malheureusement, ces obligations d'État, même si depuis un an ou deux, les rendements sont remontés à des niveaux positifs et, on va dire, acceptables, mais ils étaient très bas jusqu'à maintenant. Et même aujourd'hui, ce rendement de 3% affiché sur une durée de 10 ans, il a été largement inférieur à l'inflation que vous avez pu constater ces derniers temps. Donc, l'idée d'offrir, il existe d'autres types d'obligations qui vous permettent d'ouvrir un potentiel de rendement qui serait nettement supérieur à celui d'une obligation d'État, qu'elle soit française ou même italienne, mais tout en conservant une certaine sûreté, c'est-à-dire une protection partielle au total sur le capital et effectivement des règles connues. Donc, le produit structuré, c'est effectivement, à la base, c'est une obligation bancaire. Donc, au lieu d'être l'État français, le Trésor public qui va émettre cette obligation et vous allez pouvoir percevoir des coupons qui sont effectivement garantis par l'État, mais qui sont limités par leur nature. Vous allez cette fois-ci acheter, souscrire une obligation au travers de votre compte titre. Cette obligation est émise par une banque. Donc, évidemment, il va falloir sélectionner une banque solide qui vous donne effectivement une garantie de remboursement du capital à l'échéance. Et on va introduire des notions de conditions au coupon. C'est-à-dire que dans le cas précédent, là où l'obligation du Trésor français distribue un coupon de 3% chaque année sans aucune condition, on peut introduire des conditions à la perception de ces coupons. Pour quelles raisons? Pour augmenter le rendement de ce coupon. Donc, je vous fais grâce de tous les détails, mais sachez que c'est une solution extrêmement flexible. On peut choisir des conditions, des supports d'investissement qui vont être en fait la base du raisonnement pour savoir si vous allez pouvoir percevoir ce coupon ou pas. Et qu'il y a donc, ce qui est très important, c'est de se faire accompagner dans le choix de cette solution, puisqu'effectivement, produits structurés comme fonds d'investissement, il en existe des quantités immenses, mais effectivement, il faut être pas dans la mesure de prévoir l'avenir, parce que ça, personne ne peut le faire, mais de savoir à un instant donné c'est une solution et malgré tout intéressante ou pas, et si le coupon conditionnel, si le jeu en vaut la chandelle en fait. Donc, pour que ça soit plus simple, et brièvement, je conclus cette partie-là de présentation, il y a l'AMF, l'autorité des marchés en France, évidemment, surveille tout ce qui est proposé par les banques. Elle a fait un rapport en 2020, effectivement, sur ce type de produits qui se développent et qui sont en France, d'ailleurs, énormément souscrits dans les contrats d'assurance vie aujourd'hui. Et elle a reconnu que dans la très grande majorité des cas, ces produits avaient délivré des performances positives.
Maintenant, je vais passer à un exemple pratique qui va peut-être vous aider à mieux comprendre le potentiel de ce produit. Donc, dans votre compte titre démembré, vous allez souscrire un produit structuré. C'est une obligation, donc elle va verser des coupons. Ces coupons est considéré juridiquement comme un fruit. Vous êtes usufruitier, donc le coupon est pour vous. C'est très bien. Les enfants ont le capital, vous les fruits. On va prendre l'exemple donc d'un produit structuré qui va être indexé, c'est-à-dire qu'on va prendre cette même obligation du Trésor français à 10 ans et on va l'utiliser comme condition pour la perception d'un coupon conditionnel annuel, mais cette fois-ci de 7%. Donc vous voyez bien que l'introduction d'une condition permet de plus que doubler le coupon distribué par cette obligation, puisqu'on passe d'un coupon garanti par l'État sans condition de 3% un coupon garanti par la banque, mais soumis à une condition, avec par contre un niveau de coupon de 7% par an. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la condition? La condition, c'est un exemple. On a fait traiter ce genre de produit récemment. Le coupon pourrait être distribué uniquement si le taux d'intérêt de référence, celui qui donc est regardé chaque année pour savoir si le coupon va être distribué ou pas, si ce taux d'intérêt est inférieur à 3,5%. Donc l'OAT française aujourd'hui a un rendement de 3%. Si le rendement devrait encore remonter et dépasser les 3,5% dans un an, c'est-à-dire en juin 2025, c'est la courbe rouge que vous voyez aujourd'hui, que vous voyez sous votre écran, eh bien, le coupon ne serait pas distribué. D'accord? Donc ça, c'est le cas défavorable. Par contre, si le taux d'intérêt diminue, reste ou devient inférieur à 3,5%, c'est le cas de la courbe bleue et de la courbe verte en date de juin 2025 dans un an, le coupon de 7%, cette fois-ci, est distribué et définitivement acquis. Si on continue à regarder, par exemple, l'évolution de la courbe rouge, vous voyez que les taux d'intérêt pourraient redescendre et rester en dessous de 3,5% jusqu'à la fin du produit, hypothétiquement 5 ans. À ce moment-là, vous voyez, pour chaque étoile rouge, vous auriez un coupon de 7% pendant 4 ans. Donc, sur les 5 années de détention de ces produits, le produit est remboursé automatiquement au bout de 5 ans. Le produit est un capital garanti, c'est-à-dire que quel que soit le niveau des taux d'intérêt, la banque s'est engagée à vous rembourser l'intégralité de votre capital à la fin, à l'échéance de ces 5 années. Et comme le taux d'intérêt est resté en dessous de 3,5% à chaque date anniversaire, donc en juin 2026, 2027, 2028, 2029, vous aurez eu, pendant la vie du produit, droit à 4 coupons de 7% pour un rendement total de 28%. Brièvement, le cas de la courbe bleue, elle, il y a 2 étoiles bleues. Vous avez eu un coupon la première année en juin 2025. Par contre, malheureusement, les taux d'intérêt sont remontés, sont restés au-dessus de 3,5%, sauf en juin 2028. Vous n'avez eu que 2 coupons pour un total de 14% sur 5 ans. Ce qui est un cas défavorable, similaire à ce que vous auriez eu dans le cas de l'obligation du Trésor, puisque vous auriez eu 3% pendant 5 ans, à peu près, donc 15%. Un cas maintenant beaucoup plus favorable, comme j'ai envie de vous dire, le marché s'attend, une baisse des taux d'intérêt, des taux courts et des taux longs, ce qui voudrait dire qu'on compterait sur un scénario similaire à la courbe verte. Vous avez maintenant 3 coupons de 7% qui sont distribués, mais tout s'arrête en juin 2027. Pourquoi? Puisque dans ce type de produit, l'obligation est peut-être rappelée. C'est-à-dire que la banque, à partir du moment où les taux d'intérêt sont passés en dessous de 1,5%, elle a la faculté de pouvoir rembourser par anticipation cette obligation. Et donc, en juin 2027, vous auriez l'intégralité de votre capital qui serait déjà remboursé, plus vos 3 coupons de 7% en 3 ans, 21%, ce qui est un cas favorable. Là, le quasi-usufruit peut être particulièrement intéressant, puisque si vous avez bien rédigé votre convention de quasi-usufruit, le remboursement du capital en juin 2027, c'est de l'argent. Vous avez démembré un compte titre qui détenait une obligation, ce produit structuré. Ce produit structuré, à un moment donné, est remboursé par la banque, soit à son échéance naturelle de 5 ans, soit par anticipation de 3 ans.
et vous vous retrouvez sur votre compte de l'argent. Vous avez touché des coupons de 7%, c'est de l'argent, et vous pouvez les prélever, vous comme usufruitier, vous avez évidemment le droit de le prélever, d'utiliser cet argent comme bon vous semble, c'est votre argent, ce n'est pas l'argent de vos enfants. Par contre, l'obligation est remboursée en juin 2027. Cet argent, qui est maintenant est vraiment une somme d'argent, ce n'est plus la valeur mobilière à l'origine qui a été démembrée. Et si la convention de quasi-usufruit a été rédigée et insérée dans l'acte de donation, eh bien, vous pourriez avoir même à disposition ce capital. Donc, plus uniquement que les fruits, mais effectivement le capital. Ce qui devient un outil extrêmement puissant puisque vous donnez de l'argent et vous auriez même la possibilité de retrouver en plus des fruits, le capital d'origine. Attention, à charge, et l'acte de donation sera très précis à ce sujet, à votre charge de restituer cet argent, puisque le capital qui est remboursé, c'est de l'argent de vos enfants. Si vous l'utilisez, si vous le consommez, vous aurez la responsabilité de le rembourser à vos enfants. Si vous ne le faites jamais, eh bien, le jour de votre succession, cette dette sera rapportée et pourra éventuellement même aller diminuer les autres actifs de votre succession puisque c'est une dette que vous laissez à vos enfants. Donc c'est un principe assez compliqué. Peut-être Charles-Henri pourra en toucher deux mots en conclusion, mais vous voyez que donc on est sur une stratégie qui peut effectivement déjà par l'acte de donation utiliser le meilleur des deux mondes, les aspects juridiques français, la fiscalité italienne. On peut prévoir, conseiller des supports d'investissement dans un compte titre, par exemple au Luxembourg, qui serait particulièrement performant pour au niveau des revenus, avec un niveau de sécurité, puisque ces produits peuvent avoir donc comment dire, peuvent garantir le capital dans leur intégralité. D'autres types de produits peuvent garantir le capital partiellement, mais évidemment, c'est toujours une histoire d'échange entre potentiel de rendement et sécurité. Et en plus, étant une obligation et ayant des échéances connues à l'avance, même qui peuvent être anticipées, vous avez la possibilité d'avoir cette quasi-usufruit, donc de récupérer une partie de cet argent qui a été le fruit de la donation initiale. Donc, est-ce que Charles-Henri, tu veux toucher deux mots sur sur cet usufruit qui est quand même assez particulier? Oui, très succinctement, sur ce qu'on appelle le quasi-usufruit, et notamment la convention de quasi-usufruit, les parents qui transmettent le compte titre en conservant l'usufruit et en transmettant la nue propriété aux enfants, comme l'a expliqué Sylvain, eh bien, les parents conservent le bénéfice des produits générés par ce placement. Donc, tous les revenus générés par ce placement bénéficient aux usufruitiers et les enfants sont ce qu'on appelle nus propriétaires. Mais une fois que l'horizon de placement d'investissement a été atteint, il est tout à fait possible, en accord avec les enfants nus propriétaires, de décider de solder ce compte titre et pour ensuite investir ailleurs. Et les parents qui, à ce moment-là, souhaitent bénéficier de l'intégralité du capital, alors même qu'il a été transmis dans la donation-partage aux enfants, il est tout à fait possible de prévoir, par ce qu'on appelle une convention de quasi-usufruit, que les parents continueront à disposer, comme ils l'entendent, de l'intégralité du capital et les enfants n'auront le droit, au décès des parents, à ce qu'on appelle à une créance de restitution, en disant ce qu'on a laissé à disposition de nos parents, eh bien, nous aurons le droit de le déduire au moment du règlement de la succession de nos parents. Donc, ça permet de sécuriser cette donation-partage en garantissant des revenus aux parents usufruitiers pendant toute la durée du placement. Et si ensuite, eh bien, le produit qui a été transmis, ce qu'on appelle en démembrement de propriété, était clôturé, eh bien, en accord avec le nu propriétaire, il est possible de prévoir que les parents disposeront de l'intégralité du capital pour leurs propres besoins, parce qu'à ce moment-là, ils considèrent qu'ils ont besoin de disposer intégralement du capital pour pouvoir piocher dedans comme ils l'entendent. Ou alors, autre option qui est de dire, on va réinvestir avec nos enfants, également en démembrement de propriété, dans un autre investissement
financier ou immobilier pour lequel on aurait à nouveau, nous, l'usufruit et les enfants seraient à nouveau nus propriétaires. Donc c'est quand même un schéma qui est un vrai couteau suisse, puisque même si à la base on peut partir sur le compte titre, effectivement, en ayant tout prévu dans une donation, dans un acte de donation bien rédigé, on peut prévoir même des opérations futures qui seraient incroyables. Par exemple, effectivement, l'achat d'un bien immobilier en France en démembrement préalable, puisqu'il a été créé au moment du démembrement du compte titre au Luxembourg, par exemple, mais il pourra être effectivement conservé et être utilisé dans d'autres investissements. Donc, on voit vraiment que c'est une solution qui a un potentiel infini. C'est une solution particulière qui a quand même un certain degré de complexité. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons tout ce que vous voulez en tant que fiscaliste et notaire pour effectivement arriver à réaliser ces stratégies avec comment dire, un confort juridique et fiscal et surtout l'absence d'incertitude concernant le traitement futur de cette opération, mais c'est une stratégie extrêmement flexible. Maintenant, je posais la question à Liliane, s'il y a des questions que l'on pourrait traiter en conclusion de cette intervention. Merci à tous les deux pour vos interventions. Et voilà, j'ai juste deux autres questions avant de terminer le webinaire. Donc, je vais vous poser la première question. Alors, d'une assurance vie située à l'étranger d'un parent décède en France, dont les héritiers sont fiscalement résidents en Italie. Quelle taxation s'applique-t-elle, française ou italienne, pour les héritiers? Alors, Charles-Henri? sur la question de la fiscalité et de l'assurance vie, alors l'assurance vie, c'est un placement bien particulier puisque c'est un placement et dont le dénouement ne s'opère qu'au moment du décès de celui qui a souscrit le contrat. Et à ce moment-là, le capital est transmis aux bénéficiaires qui ont été désignés dans le contrat. Mais là, pour répondre à la question, si la succession est ouverte en France, puisque les parents sont décédés en France, ça sera la fiscalité française qui s'appliquera sur le capital du contrat d'assurance vie. Super, merci. Dernière question. J'ai la double nationalité et je suis résidente fiscale en Italie et j'ai un appartement en France et un autre en Italie. Dois-je faire ma donation partage en Italie chez un notaire italien ou en France chez un notaire français? Alors, c'est la loi française, je le redis, la loi italienne ne connaît pas la donation partage avec les intérêts de la donation partage. Donc, il est possible en tant que citoyenne française de faire une donation partage soumise à la loi française. Cette donation partage, elle peut être réalisée par un notaire français ou par un notaire italien. Les deux notaires sont compétents pour faire cet acte de donation-partage. Il faudra bien expressément que dans l'acte de donation-partage, on indique que compte tenu de la nationalité, de la citoyenneté française et compte tenu du règlement européen, les parties souhaitent soumettre ce contrat à la loi française. Comme le disait également, et comme je l'ai dit aussi en quelques mots, Maître Pasqualis, ça sera important pour sécuriser cette donation-partage, s'assurer qu'il n'y ait pas uniquement la donation-partage qui soit concernée par la loi française, mais également prévoir que le règlement de la succession également se fera selon la loi française, pour éviter que si la succession se faisait selon la loi italienne, parce qu'à ce moment-là, au moment du décès, vous êtes toujours en Italie, c'est donc la loi italienne qui s'applique pour la succession, et bien qu'on se retrouve avec des difficultés de la loi italienne qui s'applique à la succession et qui ne reconnaît pas la donation-partage qui aura été faite selon la loi française. Donc c'est ce je l'avais expliqué sous forme d'un testament, d'une professio juris, en plus de cette donation-partage qui pourrait être réalisée par un notaire français ou italien, de bien prévoir que la succession devrait être réglée selon la loi française. Et puis, dernière petite précision également sur la fiscalité, puisqu'on a dit que c'était bien les deux volets séparés à traiter en parallèle.
Et bien là, s'agissant d'un bien immobilier situé en France, ça sera notamment la loi fiscale française qui s'appliquera. Et il faudra effectivement que on puisse payer des droits de nation selon la fiscalité française. Je peux ajouter que si les biens immobiliers se trouvent en Italie, pas seulement la fiscalité sur le transfert de l'immeuble sera la fiscalité italienne, mais aussi l'importance que l'acte soit rédigé conformément ou contienne les éléments qui sont retenus essentiels en tant que norme, en tant que règle d'application immédiate aux immeubles. Donc, urbanisme, fiscalité, mise à jour du cadastre, de données cadastrales, tout ça, certificat de performance énergétique. Donc, ce sont des éléments. Je le dis puisque devient, j'ai eu des cas souvent, disons, puisque l'acte signé en France devant le notaire français pour être, disons, enregistré au registre foncier et au cadastre en Italie, doit être déposé au rang de minutes du notaire italien, mais aussi il doit contenir ou bien être intégré au moment de l'acte de dépôt des éléments qui sont essentiels conformément aux normes d'application immédiate italiennes. Donc, on peut bien le signer en France, il faut le déposer après une copie certifiée conforme doit être déposée au rang de minutes du notaire italien et dans ces moments-là, on pourra aussi ajouter les éléments, par exemple, relatifs au permis de construction ou bien les éléments mis à jour au cadastre et tout ça. Donc, il faut bien coordonner, je me permets de le souligner, puisque je dois avouer que j'ai eu beaucoup de difficultés dans cette relation franco-italienne. Il faut bien tenir compte des éléments qui deviennent essentiels pour l'enregistrement de l'acte au registre des hypothèques et au cadastre en Italie. Merci. Merci. Et nous sommes à la fin de nos webinaires. Donc, je vais remercier les intervenants pour avoir traité cette thématique, mais aussi merci à tous les participants. En fait, le webinaire a été enregistré et sera bien sûr disponible en replay sur notre site Internet. Bien sûr, pour toutes les autres questions, je vais partager les contacts des speakers. Donc, voilà, merci à tous et belle journée. Merci à vous. Au revoir. Merci, Bonne au journée. revoir.